de toucher à ce genre de jeu dangereux parce qu'ils vont au-delà des limites en permanence. Mais il n'y a pas de profil type. Il y a aussi des enfants qui sont tout simplement pleins de vie et curieux et qui veulent savoir ce que ça donne, tout simplement. Est-ce que, Yvonne, il y a des signes avant-coureurs très concrets qui pourraient alerter les parents ? Alors, je crois que les signes avant-coureurs, c'est surtout des signes physiques. Alors, un petit peu d'injection de sang dans les yeux, les bourdonnements d'oreilles, c'est très important, les maux de tête, un petit peu aussi ils sont phobie scolaire, ça pourrait être plutôt pour l'agression. Mais dans la chambre, il faut aussi savoir que ça se passe souvent dans les chambres. Ils sont initiés à l'école et ils font le jeu à la maison. Alors, faire attention quand vous trouvez dans la chambre des ficelles, des foulards, des ceintures. Une ceinture, par exemple, de judo, alors qu'il ne fait plus de judo. Des choses comme ça. Tout ce qui peut traîner comme fil dans sa chambre, soyez vigilants. Alors, yeux rouges, bourdonnement c'est signe de quoi ? Ça peut être signe de quelle pratique, de quel jeu ? De jeu de manque d'oxygène, c'est-à-dire de non-oxygénation, le fameux jeu du foulard ou jeu de la tomate. Le jeu de la tomate, c'est surtout les petits qui font ça. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière ? Ces enfants jouent à ce type de jeu jusqu'à quel âge ? 15 ans. Je pense que la tranche d'âge la plus dangereuse pour ces jeux dangereux, c'est 11-15 ans. Après, ils passent à autre chose. On va voir tout ça après ces quelques messages de la rédaction. En amitié, on passe parfois du duo au duel. À la connaissance, je me suis dit que si elle coupait les ponts, c'était définitif, ouais. On se croise de temps en temps, mais on ne se parle pas. Charles nous parlera de ses soupçons concernant son meilleur ami et sa compagne. Je suis repassé chez moi, j'ai ouvert la porte et à 7h du matin, j'ai vu Céline et Damien dans le salon. Cindy, elle aussi, a découvert que sa meilleure amie marchait sur ses plates-bandes. Elle me le disait souvent, arrête avec lui, t'es jeune, tu pourrais rencontrer quelqu'un mieux que lui. Et c'était pour me le piquer en fin de compte. Quant à Laura, elle n'a pas pu résister aux avances du compagnon de sa meilleure amie. Donc on s'est vu ce soir-là. Devant lui, j'ai pas pu lui dire que je voulais plus le voir et que je voulais qu'on arrête. Ce soir-là, on a couché ensemble. De l'amitié à la rivalité, il n'y a parfois qu'un pas, c'est bientôt dans toute une histoire. J'ai du mal à parler de cette histoire encore, aujourd'hui. J'ai répondu à l'appel à témoins parce que je me sentais concernée par le sujet de l'émission et j'avais très à cœur d'en parler. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes actuellement enceinte de jumeaux ou de triplés et vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous venez d'accoucher de jumeaux ou de triplés et vous êtes totalement débordé. Vous avez eu plusieurs paires de jumeaux, vous êtes donc une spécialiste des naissances multiples. Depuis l'arrivée de vos jumeaux ou de vos triplés, votre relation de couple s'est détériorée. Après le départ de votre conjoint, vous vous êtes retrouvé seul avec vos jumeaux ou vos triplés. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Dans toute une histoire, tous les jours, nous donnons aussi la parole aux internautes. Aujourd'hui, c'est le message de Nolwenn qui a retenu notre attention. Bonjour, j'ai 20 ans et je suis animatrice en centre de loisirs depuis 4 ans. Par chance, je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de jeu dans mon travail, mais il est très facile de ne pas se rendre compte des pratiques des enfants dans la cour de récré. Je me demandais comment prévenir sans rendre ces jeux attrayants. Comment informer les enfants et empêcher ces pratiques sans risquer de provoquer l'effet inverse. Effectivement, en parlant, on peut peut-être les inciter à jouer à ce type de jeu. Alors justement, Jean-Jacques, comment faites-vous pour informer les enfants sans leur donner envie de passer à l'acte et de tenter l'expérience ? Eh bien, premièrement, j'évite de prononcer les mots interdits. Parce que pour les enfants, le mot interdit, tout de suite c'est attrayant et on va vouloir faire justement ce qui est prohibé. Maintenant, ce que je fais, c'est que je leur explique que ces jeux sont dangereux, qu'ils peuvent avoir des conséquences qui sont très dangereuses et bien souvent dramatiques. Et donc, en fait, dès qu'on voit quelqu'un jouer à ces jeux, ne pas faire le rapporteur, mais faire le héros, en fait, prévenir un grand, prévenir une maîtresse ou un maître, pour qu'on arrête tout de suite ce jeu et qu'on cesse et qu'on évite tout drame, tout simplement. Faire de celui qui va aller prévenir un héros.
Et pas un délateur. Voilà, et pas un délateur. Je crois que c'est très important. Je signale que c'est Magali qui, cet après-midi, sera sur le chat de Toute une histoire. Et Yvonne, je voulais savoir si, selon vous, les enfants peuvent développer une addiction à ce type de pratique. Alors je crois que les enfants hyperactifs ainsi que les enfants qui pratiquent ces jeux régulièrement, qui ont vraiment besoin d'aller dans l'extrême, c'est-à-dire de chercher des limites de plus en plus fortes, peuvent devenir effectivement dépendants parce que on est dans le registre de la quête de sensations. On a parlé tout à l'heure de rêve indien, c'est-à-dire on cherche l'hallucination, on cherche la sensation forte, on cherche l'évanouissement et savoir ce qu'il y a derrière. Et je crois qu'on peut devenir effectivement addict, donc faire très attention. Je voudrais qu'on revienne vers Christine. Je redis à quel point on vous sent complètement dans la douleur encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui domine dans votre esprit aujourd'hui ? Rendre justice à Noélanni, c'est très important pour nous, qui sommes ses parents. Aujourd'hui, demain, toujours. Je pense que c'est important pour nous que la justice lui rende justice, reconnaître que ce qui s'est passé s'est bien passé. On s'imagine très bien que les sanctions par rapport aux enfants agresseurs seront infimes, surtout qu'il était vraiment mineur et moins de 10 ans. Mais par rapport aux responsables adultes, je dirais, on espère quelque chose. Mais c'est très important pour nous, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout de notre rôle de parents. Il n'est pas fini pour elle, notre rôle de parents. Donc souvent, c'est vrai que les gens ne comprennent pas trop ça, mais on a un rôle de parents qui est de protéger son enfant. Je culpabilise énormément. De quoi ? De ne pas avoir su l'existence de ces pratiques, de ne pas avoir su... J'avais entendu parler déjà de non-oxygénation, jeu du foulard consentant, mais je me disais, bon, de toute façon, ma fille, moi, ça doit arriver au collège, au lycée, je ne me sens pas concernée. Elle n'a pas le profil de petite fille au TEPA Cap, voilà, déjà. Mais par contre, on m'aurait dit, attention, il y en a qui le font de force à d'autres. Ah là, ça m'a fait une petite sonnette. Je me suis dit, ah là, par contre, elle est facilement victime de choses elle est capable de ne pas se défendre. Vous vous êtes dit, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas lui arriver, sauf que vous n'aviez pas pensé au fait qu'elle pourrait en être victime. Voilà, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas aller chercher l'information dont on n'a pas connaissance. J'ai vu des marques au cou, j'ai vu des vaisseaux rouges éclater dans les yeux, les maux de tête, quand elle était au radar, tout ça. J'avais tous les signes cliniques sous les yeux. Et parce que je ne savais pas l'existence de ces signes cliniques, je n'ai pas pu protéger mon enfant. Ça vous est arrivé souvent ? Je culpabilise. Vous n'avez pas idée à quel point. Oui, vous dites que vous êtes coupable, mais vous êtes surtout victime de votre non-savoir. Et il n'y a pas que vous. Vous savez, il y a certains médecins. En mai dernier, il y a une dame qui est allée voir son médecin avec son fils qui avait des bourdonnements d'oreilles. Il est passé aussi à côté. Donc, pourquoi être coupable ? Vous étiez tout simplement ignorante de ces pratiques. Et ça change un petit peu la donne par rapport à votre souffrance. Oui, mais alors, justement, Christine, profitez de votre présence ici. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Alors, on a créé une association qui s'appelle Association Noélanni, qui simplement, on explique ce qui s'est passé. Et surtout, on dirige les gens vers des associations donc, qui sont agréées par l'État, notamment la vôtre, donc SOS Benjamin, afin que les gens puissent trouver tout ce qu'on n'a pas eu nous, c'est-à-dire l'information, comme quoi c'est grave, qu'on peut en mourir, les signes cliniques et ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est-à-dire amener voir un neurologue, etc. Et surtout pas s'entendre dire que c'est pas grave, qu'il ne peut pas se passer, qu'on ne peut pas mourir. Parce que là, forcément, on ne fait rien, on se laisse embobiner, et voilà. Alors, je rappelle que toutes les coordonnées de votre association seront sur notre site internet. Oui, merci. Et surtout, à faire passer un message très important, c'est ouvrir les consciences, de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On pense tous que des drames, on ne se sent pas concerné, c'est oh mon Dieu, ça ne peut pas m'arriver. Je ne sais pas pourquoi on pense à tort. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, pensez-y. Donc pas de profil type pour les enfants. Voilà. On peut tous être concernés. Sébastien, où en est votre bataille judiciaire aujourd'hui ? Tout de suite, on va reprendre, vu que la partie adverse a fait l'appel, nous on va reprendre le dossier à zéro pour pouvoir avoir vraiment tous les enfants qui se sont trouvés dans le vestiaire le jour de l'agression. En fait, je pense que moi j'ai parlé un petit peu justement avec les enfants qui pratiquaient le petit pont massacreur, le jeu, n'importe quel jeu débile pour moi. Et en fait, pour eux, ça reste un jeu. Depuis la plus tendre enfance, un gamin, on lui dit viens, on va jouer dehors, viens, on va jouer à ça, viens. Pour lui, le jeu, c'est le sourire, c'est tout ce qu'on voudra bien. Et en fait, le fait
d'associer une agression derrière. Pour eux, ça reste un jeu. Moi, j'ai discuté avec des enfants Très important, qu'on fait ça à mon fils, qu'on fait ça à mon fils, et qui jouaient à ça dans la cour de récré, là où était mon gamin. Et pour eux, c'était, non, nous on joue, on ne pensait pas qu'un jour, on allait faire mal à quelqu'un comme ça, quoi. Pour eux, ça reste un jeu. Donc je crois que le meilleur des trucs, pour commencer justement prévention. Pour lutter contre ça, la prévention, c'est déjà d'arrêter d'appeler ça jeu dangereux, mais trouver un synonyme qui accroche vraiment les gamins. Et trouver des jeux créatifs, aussi excitants, mais moins dangereux. Voilà. Vous y aviez pensé à ça, Jean-Jacques? C'est vrai que... Pour eux, c'est un jeu. Pour eux, c'est un jeu. Oui, mais dans la mesure où c'est un jeu, ça atténue l'aspect dramatique, ça occulte l'aspect dramatique. Quand c'est une agression, quand c'est des jeux dangereux, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des jeux dangereux qui, je veux dire, heureusement, de temps en temps, se terminent bien. Ils jouent à des jeux dangereux, mais il n'y a pas d'issue fatale. Mais malheureusement, dans trop de cas, ça se termine mal. Je crois qu'il faut bien séparer. C'est pas évident. Les jeux dangereux englobent deux sortes de jeux. Les jeux consentants et les jeux à type d'agression. Voilà, et ça, voilà. Jeux de défi. Les jeux de défi. Vous parliez de 90 sortes de jeux différents tout à l'heure. Il y en a énormément. Moi, j'en découvre énormément. Je ne l'ai jamais donné au public pour éviter de donner le mode d'emploi et de nom de jeu. De donner envie et l'idée. On a tout consigné dans un dictionnaire. Chaque enfant qu'on rencontre qui nous donne un terme ou un jeu bien spécifique. Vous parliez tout à l'heure du rêve indien. Rêve indien, je crois que c'est un enfant qui l'a donné. Il parle beaucoup du délice du plaisir. Oui. Énormément, quand on leur entend parler d'un jeu de non-oxygénation, c'est les délices du plaisir. Pour eux, voilà, c'est un plaisir. Pour d'autres effets qu'on n'a pas cités là, mais notamment sur certains ados, sur l'érection et la jouissance sexuelle qui leur donne cette motivation. Alors on va revenir à l'enquête. Qui l'enquête a-t-elle désigné comme responsable de la mort de votre fils Benjamin? Il n'a pas désigné de responsable. La faute a